Ici ER, les Français parlent aux Français. En 1921 va naître un grand scientifique. Ce scientifique, John Monnet, va être le père fondateur de la théorie du genre. Et c'est pour ça que nous allons en parler aujourd'hui. C'était un Néo-Zélandais protestant et qui, en 1947, se barre aux États-Unis pour faire des études. Il mourra en 2006, ce ne sera pas une grosse perte pour l'humanité. Pourquoi? Parce que cet individu qu'on déclarait docteur était quelqu'un qui justifiait la pédophilie et qui s'est saisi un jour du malheur d'une famille dans laquelle sont nés les petits jumeaux David et Brian. Ces petits jumeaux se sont trouvés dans une situation extrêmement douloureuse puisqu'ils ont dû finalement être pris en charge par ce psychologue pédiatre qui les entraînera de manière extrêmement abusive dans un traitement absolument hallucinant puisqu'il consistera par exemple à prendre des hormones bien évidemment pour que la réattribution sexuelle s'effectue. Parce que l'un d'entre eux, David, s'est retrouvé dans la situation, comme nous le savons maintenant, d'être obligé de soi-disant changer de sexe à l'initiative de ce docteur John Monnet. Alors à part ça, un papier très intéressant dans Le Point. Ça concerne quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler à la faveur du débat sur le mariage pour tous. Il s'agit de la théorie du genre. Voici l'inventeur du concept. Il s'appelle John Monnet, c'est un psy néo-zélandais et pour lui, on ne naît pas homme ou femme, garçon ou fille, mais on choisit de devenir l'un ou l'autre hors de toute réalité corporelle. Et on apprend dans Le Point, sous la plume d'Émilie Lanaise, qu'un jour, notre gourou a vu débarquer dans son cabinet des parents paniqués. Ils avaient des jumeaux, ils ont voulu les faire circoncire, et la circoncision de David, l'un des deux enfants, par cautérisation électrique, a échoué. Le pénis de l'enfant a brûlé. Alors le gourou voit dans cette fatale mésaventure l'occasion de démontrer que le sexe biologique est un leurre, que la chose est arbitraire. Il conseille donc aux parents d'élever David comme une fille. On lui met des robes, on lui offre des poupées, on lui donne un traitement hormonal et c'est ainsi que David devient Brenda, sœur jumelle de Brian. Alors la suite, eh bien elle est terrible. À l'adolescence, Brenda sent sa voix devenir grave, elle est attirée par les filles, elle se sent garçon engoncé dans un corps de fille. Les parents avouent tout aux jumeaux, Brenda se fait opérer pour redevenir David. Il finit par se marier, mais ça ne va pas du tout et l'histoire se termine tout simplement par le suicide des jumeaux. Les deux enfants finiront par grandir et en l'an 2000, David et Brian feront des déclarations incroyables à la presse. Ils diront par exemple que lorsqu'ils étaient petits, à 6 ou 7 ans, John Monnet les obligeait à simuler l'acte sexuel et qu'il les prenait en photo. Il expliquera que cette mise en scène était justifiée par Monnet auprès de ses enfants et de leurs parents sur la base de ce que ces actes sexuels simulés et photographiés pourraient stimuler positivement le traitement qu'ils fournissaient à leurs gosses. Lorsque cette affaire a été connue dans la presse, par la presse, il y a eu scandale. Scandale et John Monnet s'est immédiatement défendu en disant quoi? Je vous le donne en mille. Figurez-vous que il a accusé les journalistes de s'être mis au service de l'extrême droite et des mouvements antiféministes. Qu'est-ce que la théorie du genre? C'est une question à laquelle il faut répondre, d'autant plus qu'on vous assène partout dans les médias que la théorie du genre, elle n'existe pas, et bien évidemment, comme elle n'existe pas, elle n'est certainement pas enseignée dans nos écoles en France. Eh bien, nous allons voir justement si tel est le cas. D'abord, qu'est-ce que la théorie du genre? Eh bien, la théorie du genre répond à une question toute bête, c'est qui suis-je? Mais elle va y répondre à sa façon. La théorie du genre, après qu'elle ait été, je dirais, mise en œuvre par ce fou de Monnet, a été portée par d'autres cinglés, excusez-moi l'expression, qui étaient les féministes radicales lesbiennes, qui se sont saisies de cette possibilité d'imposer à l'humanité tout entière le fait que le sexe et le genre pouvaient être dissociés. Qu'est-ce que ça veut dire que le sexe et le genre peuvent être dissociés? C'est que tout simplement, je peux être du sexe, moi, féminin, et en même temps du genre masculin, ce qui est dans la tradition et dans la nature totalement impossible. Eh bien, nos féministes radicales lesbiennes, elles ont considéré que non seulement c'était possible, mais que c'était bon et bien. Il s'agit donc de comprendre que la théorie du genre nous propose de vivre une identité de genre qui n'est pas basée sur notre corps sexué, qui n'est pas basée sur l'existence du sexe naturel qu'on a reçu à la naissance. Par exemple, prenons le cas d'un homme qui se sentirait, qui se percevrait dans l'identité d'une femme. Si cet homme, qui se conçoit comme une femme, de surcroît, a une orientation sexuelle qui est dirigée
sur les femmes, eh bien figurez-vous que cet homme que vous voyez avec son sexe masculin, dans la théorie du genre, devient une lesbienne. Il y a de quoi mourir de rire. Mais la théorie du genre n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Najed Vallaud-Belkacem se démène pour faire entrer la théorie du genre à l'école sans dire que la théorie du genre est rentrée à l'école. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu difficile parce que lorsque quelqu'un comme moi ou Patrice André ou d'autres citoyens font les recherches nécessaires, on trouve bien, en effet, que la théorie du genre est installée à l'école. Et elle est installée à partir d'un biais extrêmement vicieux, je dirais, dans la mesure où on vous dit que il ne s'agit pas de la théorie du genre, il s'agit tout simplement de conduire nos enfants au respect de l'égalité. Le mot égalité va être donc utilisé par le ministère de l'Éducation nationale pour nous acheter tous et pour nous confondre et pour nous corrompre. Donc, la mise en place par l'Éducation nationale, sous l'égide de Vincent Payon, d'un programme qui s'intitule ABC de l'égalité cachant vérité, l'introduction de la théorie du genre auprès de petits-enfants, parfois qui se situent à la maternelle. L'intérêt de commencer dès l'école maternelle, en petite section maternelle, c'est de travailler sur les stéréotypes dès le départ. Donc par exemple, tout à l'heure j'ai montré un exemple de pistes pédagogiques autour de Madame Charpentier et ses 2 enfants, et j'ai demandé à des élèves de grande section maternelle d'habiller les enfants à la mode d'aujourd'hui, et on a vu que les enfants, le petit garçon était habillé avec un jean et la petite fille avec une jupe. Tous les enfants avaient répondu à des stéréotypes qui étaient déjà bien installés, et donc ça montre. Donc là, ils sont en grande section au milieu d'année scolaire. Ça montre que le travail doit bien être fait dès la petite section de maternelle pour justement qu'on n'ait pas ces réponses-là en grande section. Autre exemple de la non-introduction de la théorie du genre à l'école. Elle n'est pas introduite à l'école, la théorie du genre. Mais on présente tout de même un petit dessin animé qui porte un titre anodin, Le baiser de la lune. Que raconte ce dessin animé à des enfants de CM2, c'est-à-dire qui sont âgés à peu près de 9-10 ans? Il raconte tout simplement les amours homosexuels de 2 petits poissons. Et ces 2 petits poissons ont aussi un problème de genre, manifestement. Et c'est ce problème de genre qu'on va soumettre à la réflexion des enfants de 9 ans en France. Félix et Léon s'aiment. 2 poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. Et de quoi ça parle? Qu'est-ce qui est important dans l'histoire? Qu'est-ce que j'ai voulu dire à votre avis? Dans cette histoire, c'est 2 garçons dans les contes de princesse, c'est une fille et un garçon qui s'aiment. C'est un film qui a été créé pour ceux qui aiment, par exemple, un gars et un gars, une fille. Donc c'est fait que pour ces personnes-là? Non, mais c'est pour, ça parle de l'homosexualité. C'est une histoire d'amour entre 2 garçons. Ils ont 9 ou 10 ans et leur institutrice estime qu'ils ne sont pas trop jeunes. Ils ne sont pas encore rentrés dans l'adolescence, c'est un sujet qui ne les fait pas rire encore ou qui rend pas nerveux. Enfin voilà, ils sont plus spontanés en fait à cet âge-là. En annonçant la projection, elle s'est rendue compte que tous connaissaient le mot homosexualité et sa signification. Un seul élève a alors eu une réaction de rejet. Tous ont réfléchi. Si 2 garçons s'aiment, c'est pas un défaut? D'accord. Bon, tu pensais que c'était un défaut au départ? Bah ouais, un peu, mais non, pas du tout. On peut aimer la personne qu'on veut. C'est vraiment une question d'éducation, la lutte contre l'homophobie, qui a des conséquences assez graves après et au collège. Et c'est dès le primaire qu'il faut en parler. Et on se rend compte quand on explique ce que c'est, ça résout en fait le problème. Najed Vallaud-Belkacem se rend parfois elle-même en personne dans les établissements scolaires. Et que va-t-elle y faire? Eh bien, elle va faire la promotion du mariage gay,
En fait, ce mariage gay démarre sur une base assez claire parce que c'est ce mariage qui permet l'introduction de la théorie du genre partout dans les institutions et en particulier à l'école. Elle va donc se déplacer, par exemple, dans un collège avec des militants LGBT qui vont, sur la base des valeurs de la République, expliquer aux enfants que la laïcité, la République, la citoyenneté, c'est le respect de l'égalité, c'est la lutte contre les discriminations, et derrière ce respect de l'égalité, cette lutte contre les discriminations, c'est la porte ouverte, masquée, vers l'introduction de la théorie du genre à l'école. Objet de la leçon du jour, étouffer l'homophobie dans l'œuf. Est-ce que vous pensez que ça peut être illégal d'être homo? Oui. Face à une classe de 4e, ces intervenants partent à la chasse aux préjugés. La majorité des gays traînent avec beaucoup de filles. Ah bon? C'est pas parce qu'on avance dans le temps que les choses s'arrangent. C'est parce qu'on éduque, c'est parce qu'on explique, et on est au début seulement des explications sur l'orientation sexuelle. Parmi les élèves, une invitée un peu particulière. À quelques semaines de l'examen du texte autorisant le mariage homosexuel, le gouvernement a pour mission de convaincre, même les plus jeunes. Ça veut dire que finalement, pourront se marier des gens qui s'aiment, même s'ils sont de même sexe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. Fin de l'intervention, la leçon semble avoir été entendue. On a appris qu'il ne fallait pas se moquer des gays. Parce que ça serait nous, on n'aurait pas aimé. Les gays, ils sont normaux. Ils sont comme nous, c'est des êtres vivants, mais qui aiment le même sexe. Une enseignante du nom de Isabelle Ami a fait récemment une excellente conférence, professeure de biologie et donc professeure de SVT. Elle montre comment on l'oblige, elle, en tant que professeure de biologie, à enseigner la théorie du genre. Écoutons-la. Maintenant, je vous ai dit que dans un lycée, il n'y a pas que l'enseignement, il y a aussi tout le contexte et particulièrement les intervenants extérieurs. Alors nous avons au lycée de Coudon une journée contre les discriminations. Et en fait, c'est SOS Homophobie qui vient, depuis l'année dernière, faire 2 heures de conférence-débat à chaque seconde. Ça représente plus de 500 élèves. Et voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas une visibilité de ce qui est dit, puisqu'ils arrivent à une bonne douzaine et ils se répartissent dans toutes les classes. En plus des intervenants extérieurs, il y a les productions des élèves. Alors nous avons le journal du lycée écrit par les élèves. Et en janvier 2013, il y a eu un article qui s'intitulait « Les avis sur le mariage homosexuel ». Regardez, je vous montre la fin de l'article. Il y a tout simplement « Le mariage homosexuel doit être accepté ». J'appelle ça de la propagande. Et enfin, nous avons une semaine culturelle au lycée. Cette année, le sujet était « Ces questions qui dérangent ». Pour cette semaine culturelle, il y a eu un concours d'affiches réalisé par les élèves. Donc il y avait une dizaine de belles affiches, mais parmi elles, regardez celle de droite. Mieux vaut un mariage gay qu'un mariage triste. Est-ce que le gender est enseigné au lycée? Oui, il y a les idées du gender dans le programme officiel, bien qu'il n'y ait pas le nom. Et bien que ce soit plutôt de la sociologie, on nous l'a mis en biologie. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, le contenu des manuels scolaires. Le choix des manuels scolaires n'est pas sans conséquence. Vous avez vu que dans les livres, il y a une surabondance de documents qui, pour moi, ne sont pas scientifiques. Il y a des textes et des images qui font la part belle à l'homosexualité, qui parlent beaucoup des troubles de l'identité sexuelle, et tous ces textes et toutes ces images peuvent imprégner les jeunes étudiants du lycée. Imprégner les jeunes jusqu'au point qu'ils vont penser que c'est de la normalité. Et pour preuve, moi-même qui ai été très choquée par toutes les images que je vous ai montrées il y a 2 ans, eh bien je m'y suis habituée.
je voudrais en plus, puisqu'il me reste un petit peu de temps, vous parler d'une anecdote qui montre le changement des mentalités au sein de l'établissement. Une conseillère d'éducation voit 2 filles en train de s'embrasser au milieu de la foule dans le hall du lycée. Elle leur demande de se tenir correctement, les convoque dans son bureau et demande aux parents de venir les chercher. Cette conseillère d'éducation a été convoquée dans le bureau de monsieur le proviseur à la demande des représentants des syndicats. Il a fallu qu'elle justifie sa sanction pour savoir si elle n'était pas le résultat d'une discrimination. En fait, ce programme pédagogique, si on peut l'appeler de cette façon-là, est un vieux projet du Parti socialiste, puisque en 1981, Yvette Roudy, qui était à l'époque ministre des Droits de la Femme, essayait déjà d'insuffler cette idée dans la société et elle faisait des déclarations du genre « Il est temps que nous prenions conscience de la nécessité de décloisonner, comment disait-elle, les mentalités, de déconditionner les mentalités, de faire en sorte qu'on se remette en cause sur ce qui nous semble acquis depuis la nuit des temps. » Et on sait très bien ce que ça veut dire, se remettre en cause sur ce qui nous semble acquis depuis la nuit des temps. C'est remettre en cause les fondements traditionnels de l'existence, de l'être humain, qui s'appuie non seulement sur ses 2 jambes, mais aussi sur ses ancêtres et sur un sexe bien défini, avec un rôle bien défini. Eh bien, Yvette Roudy, en 1981, militait déjà contre cela. À tel point d'ailleurs que Alain Finkielkraut, lui-même, va trouver ça totalement délirant. Ce que vous dit la théorie des genres, c'est que vous pouvez être qui vous voulez, ce que vous voulez. Le monde et la vie sont un magasin, un merveilleux magasin d'identité. Et le métissage est en quelque sorte une variante de la théorie du genre ou son élargissement. Et quand vous avez parlé, c'est très intéressant, des petites filles, on dit on va pas les assigner à la poupée. Mais précisément, on entreprend avec la théorie du genre une sorte de rééducation des enfants. C'est-à-dire quand une petite fille voudra jouer à la poupée et qu'un garçon fera glisser une voiture sur la table en faisant vroom vroom, on dira au garçon mais qu'est-ce que t'as à faire vroom vroom? Joue donc à la poupée, et à la petite fille on lui demandera de faire vroom vroom ou de jouer au ballon. Donc vous voyez, tous les réflexes spontanés étant définis comme des stéréotypes, on verra les éducateurs tenter en quelque sorte de reconstruire les enfants dès leur plus jeune âge. Ce qui fait peur, et puis j'ajoute aussi que nous sommes avec la volonté d'introduire dans l'enseignement primaire la théorie du genre. Et donc, ils se fichent complètement de ce que peut être la réaction du père de famille. Ils vont détruire chez des enfants qui n'ont jamais entendu parler de sexualité, ni a fortiori d'homosexualité, les préjugés homophobes. Nous sommes en plein délire. Péon, qui est un auteur prolixe, puisqu'il vient de nous donner un énième bouquin qui s'appelle « La Révolution française n'est pas terminée ». Alors, je voudrais quand même citer des propos qu'il tient dans ce livre, dans la mesure où Vincent Péon explique lui-même, et tout à fait, je dirais franchement, quel rôle il assigne à l'école dans la société qu'il entend aujourd'hui diriger. Et il le dit très clairement, il dit « L'école a un rôle fondamental. Pourquoi faire? Eh bien, je vais vous le donner en 1000. Pour dépouiller l'enfant de toutes ses attaches identitaires. L'école doit transformer la nature de l'enfant, et l'école, définie ainsi par Vincent Péon, est une nouvelle église qui, avec son nouveau clergé, produit une nouvelle liturgie et de nouvelles tables de la loi. On ne l'aurait pas cru. La laïcité, d'après même Vincent Péon, est une nouvelle religion, est une contre-religion, est une religion qui est apparue en fait pour tuer une religion traditionnelle qui est la religion chrétienne et le catholicisme en particulier. Vincent Péon n'a pas peur d'affirmer et de répéter que la laïcité est en effet une religion. Alors moi j'avais cru lorsque j'étais enfant, adolescente et même jeune adulte que
La laïcité, c'était un espace neutre dans lequel les différentes religions, les différents courants de pensée, les différents mouvements philosophiques pouvaient cohabiter quotidiennement en paix. Bien pas du tout. Monsieur Péon, je vous remercie de le dire enfin clairement. Il ne s'agit pas de cela. La laïcité est une religion pour abattre toutes les religions révélées, et en particulier, puisque nous sommes en France et que la France est un pays chrétien, en particulier pour abattre le catholicisme. Très rapidement, la réflexion, elle vient d'Edgar Quinet, c'est la suivante. C'est la Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. L'école, pour abattre le catholicisme, se servira notamment de la théorie du genre. Et la théorie du genre a aussi cet objectif spirituel de conduire notre jeunesse, dès le plus jeune âge, vers un néant qui lui permettra de désespérer son existence entière et de ne trouver finalement sur Terre aucune bouée, aucune racine auxquelles s'accrocher, et qui deviendront comme ça aussi bien manipulables par les Vincent Peillon du commerce, par les Vincent Peillon de la philosophie, par les Vincent Peillon de l'oligarchie. Le 4 janvier 2013, figurez-vous que M. Vincent Peillon envoie une lettre au recteur. Et que dit-il dans cette lettre? Il dit « Je souhaite ainsi que vous accompagniez et favorisiez les interventions en milieu scolaire des associations qui luttent contre les préjugés homophobes, dès lors que la qualité et la valeur ajoutée pédagogique de leur action peuvent être établies. Je vous invite également à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ligne Azur, qui est une ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou de leur identité sexuelle. » Du haut de ma tour, tout autour de moi se fend. Je reste seul avec l'inqualifiable, l'inacceptable, l'innommable. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, mais je suis impédé. De mon être, un aller sans retour. De ma fenêtre, un au-delà des tours. Omar, qu'est-ce que tu fais? Exposé au regard acéré de ma cité, je préfère m'en garder. Refuser d'être enfermé dans mon quartier. D'entendre insidieux les mots venant sur mon chemin. Alors amer, je quitte cette terre qui m'est si chère. Hé Omar, Matos tout neuf. Qu'est-ce qu'il faut? Vas-y, rassis-toi là. Toi aussi t'es pédé ou quoi? Dépourvu de mensuétude, mère et père, je vous laisse perclus de certitude. Me voilà donc en prospective, pour un ailleurs en perspective. Je quitte ma posture et marche hors les murs vers Arthur. Je suis comme ça. Et malgré tout ce qu'on en pense, je kiffe ma préférence. Après Omar qui quitte sa famille, qui quitte son père, qui quitte sa mère, qui quitte ses frères et sœurs, qui quitte ses amis, qui quitte tout son quartier, parce qu'il kiffe sa préférence. Eh bien en Belgique, il y a un autre cas, celui d'un petit garçon qui décide que non, c'est pas un petit garçon et qu'il est une petite fille. Cela fait la une des journaux en Belgique. Un enfant de 7 ans est scolarisé dans cette école sous l'apparence d'une petite fille. L'an dernier, San était un petit garçon. Qui pourrait imaginer que derrière le visage souriant de cette petite habillée de rose se cache en réalité un enfant de sexe masculin? Je veux bien croire que des enfants ou des adolescents souffrent au point de se croire enfermés dans un corps qui n'est pas le leur, ou qu'ils souhaitent avoir un sexe qui n'est pas le leur. Et ce qui me choque énormément, c'est pas tant cette angoisse et cette souffrance chez les enfants et les adolescents, c'est la réponse de la société, c'est la réponse des institutions. Quelle est la réponse? La réponse, ce n'est pas une réponse spirituelle qui pourrait accompagner l'enfant dans une espèce de
reconsidération de lui-même et de réenracinement par rapport à sa propre nature. On a une réponse qui est mercantile, qui est matérialiste. Et sur la souffrance de ces enfants, sur la souffrance de ces adolescents, qu'est-ce qu'on cherche à faire finalement? Eh bien du fric. On veut faire du business de cette souffrance. Et on va donc se lancer dans des traitements hormonaux qui seront extrêmement coûteux et donc très rapporteurs. Et des opérations chirurgicales aussi qui rapporteront gros, très gros, à ceux qui les mettront en œuvre. Voici le chirurgien qui va l'opérer. La procédure prévoit que le patient soit informé de la technique employée, ce qui permet de le confronter aux réalités de cette transformation définitive. On va d'abord enlever les 2 testicules qu'on voit derrière, là. Ensuite, on va donc faire ce qu'on appelle déshabiller la verge. Ça veut dire qu'on va garder le gland normal, d'accord, d'un côté. C'est comme si j'avais... Ça, c'était le gland de ma verge. Et puis ça, c'est la peau de ma verge. Et ben, on va enlever... C'est comme si j'enlevais mon bras, d'accord. Et on va garder encore le gland avec les vaisseaux et les nerfs qui sont sous la peau de la verge, d'accord. C'est ce qu'on voit ici sur cette photo. Donc, on va en garder donc, une bonne partie du gland pour pouvoir faire le clitoris avec les vaisseaux et les nerfs, parce qu'il faut que ça soit sensible. Sinon, s'il n'y a pas de sensibilité, et si c'est pas un tissu vivant, vous aurez du mal à avoir du plaisir après. Ça, L'heure est venue, en effet, de se poser la question de savoir si nous ne devons pas nous lever pour protéger nos enfants. Nous ne pouvons plus avoir confiance aveuglement dans l'école. Nous ne pouvons plus désespérément les livrer sans avoir d'autres perspectives face à nous. Il y a une sénatrice PS du nom de Laurence Rossignol qui, en avril 2013, a eu le culot d'affirmer que les enfants n'appartenaient pas à leurs parents, mais appartenaient à l'État. C'est absolument inacceptable. Mes 3 enfants m'appartiennent, ou plutôt s'appartiennent à eux-mêmes, mais je suis leur mère, je resterai leur mère, et à ce titre, je suis leur guide dans l'existence, tant qu'ils ont besoin d'un adulte sur lequel s'appuyer pour se construire, et l'État, en aucun cas, ne pourra me les enlever. On nous a imposé le mariage gay. Est-ce qu'on va nous imposer maintenant une identité, une orientation sexuelle à nos enfants qui ne sera pas naturelle? On ne peut pas l'accepter. Et d'ailleurs, monsieur Vincent Payon, lorsque vous vous adressez à vos enfants chez vous, lorsque vous leur parlez, vous leur dites « Papa porte une robe » ? Vous les incitez, s'ils ont le moindre doute concernant leur orientation sexuelle, à porter eux-mêmes une robe ? Alors, donnez l'exemple, monsieur Vincent Payon, parce que je ne crois pas, vous qui êtes un homme si attaché dans votre famille, à votre tradition, que vous acceptiez de faire que vos enfants, eux, trempent dans la soupe du transgenre et de la théorie du genre. Monsieur Vincent Payon, et surtout, chers parents, faites en sorte que vos enfants ne deviennent pas, demain, les victimes de la théorie du genre.